Bonjour à tous, ici Jean-René Lemeur. Nous allons commencer le webinaire. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux. Nous sommes 323 selon Frédéric Hull et 4624 selon le pôle social, sur nos habitudes de traitement de l'information. Bienvenue dans nos locaux, bienvenue dans mon bureau pour cette première d'un webinaire sur la rentrée sociale, les actualités. Vous avez été assez nombreux à m'envoyer vos questions, donc nous allons nous concentrer sur 2 ou 3 sujets essentiels que sont la formation et la valorisation de celle-ci et le maintien de salaire, sur des questions de subrogation. Donc nous allons nous concentrer, et bien sûr nous allons balayer l'ensemble des dispositions nouvelles issues de l'accord sur les classifications du mois de juin dernier. Je suis Jean-René Lemeur, je suis responsable du pôle social de la FNOGEC, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je suis coordinateur politique social à la CEPNL. Je remercie Frédéric Hull et Thomas Leclerc, du système d'information de la FNOGEC et du collège employeur, pour leur soutien technique, et Dorothée Bernard, qui pallie l'absence d'Alexandre Chrétien, qui est sur le terrain, dans le Nord-Pas-de-Calais, pour l'animation du chat. Le décor est de Donald Cardwell comme d'habitude et la réalisation est assurée par Aurélia de Saint-Exupéry. Donc nous allons nous concentrer sur 3 sujets. D'abord, l'application de la convention collective PNL, revenir sur des éléments clés, notamment sur la date d'application. Et donc j'ai un problème technique de PowerPoint qu'on ne voit pas. Alors j'espère que les choses se sont améliorées. Merci de me dire ce qu'il en est. Donc nous allons nous concentrer sur les questions liées à l'application de la convention collective PNL, un point sur la NAO et bien sûr les sujets autour de l'application de la convention collective et des classifications CEP. D'abord, évoquons la question de l'application de la convention collective PNL. J'espère que le problème technique s'est résolu. L'application de la convention collective PNL, vous le savez, nous avons signé une convention collective unique regroupant 9 conventions collectives d'origine. Ces 9 conventions collectives ont été insérées dans 9 sections différentes du chapitre 2 de la convention collective que vous avez sur votre bureau. Ces 9 sections ont été reprises in extensio, c'est du copier-coller. Les dispositions n'ont pas été modifiées et petit à petit, elles seront modifiées dans les années à venir. À l'horizon 2022, nous aurons effectivement à travailler autour d'une harmonisation des dispositions conventionnelles. Voilà, ce sont des schémas que vous connaissez, des schémas qui ont été publiés dans différents supports que nous vous avons adressés. Nous avons donc 5 ans pour transformer ce texte, et donc tout cela se fera petit à petit. Mais pour l'instant, les dispositions n'ont pas été modifiées, sauf dans la partie classification de la section 9 de la CEPNL, ce que nous allons étudier très rapidement. Un point pratique, puisque ce sont des questions que vous nous avez posées depuis quelques temps maintenant, problématique sur l'application, enfin sur l'insertion dans les documents de l'IDCC. Nous savons que cette convention collective EPNL a reçu l'IDCC qui s'appelle, IDCC 3218, vous le savez, nous vous l'avons mentionné dans une note qui vous a été adressée au mois de mai. Nous avons pris la précaution de vous indiquer que les bulletins de salaire n'avaient pas à être modifiés en insérant ce nouvel IDCC. Il faut en effet prendre garde, puisque dès lors qu'on modifie sur le bulletin de salaire, la DSN est modifiée, et puisque ce numéro d'IDCC n'a pas été mis en gestion au niveau de la DSN et au niveau du ministère du Travail, vous risquez d'avoir un refus de prise en charge de DSN. Donc pour l'instant, on vous demande de ne pas modifier les bulletins de salaire, de ne pas insérer cet IDCC sur les PV du premier tour
des représentants du personnel, et de ne pas le mentionner sur le CERFA de rupture conventionnelle, sujet qui est peut-être un peu plus accessoire. En revanche, les contrats peuvent mentionner cette IDCC, mais le plus important pour nous, c'est surtout de mentionner la convention collective et la section applicable. Donc, on vous a proposé une liste proposé des mentions et qui pourraient être insérées dans les modèles de contrat, convention collective de PNL / CEP, par exemple. Dans le cadre de cette nouvelle convention collective unique, nous avons négocié pour la première fois les négociations sur les salaires. Donc les NAO 2017 se sont déroulées dans ce nouveau périmètre de la convention collective PNL. Donc nous sommes retrouvés 3 réunions fin juin jusqu'en juillet, et le 17 juillet, nous avons signé un accord NAO, et c'est pour cela que, compte tenu des délais, nous avons pu vous adresser une information que tardivement, soit après le 14 juillet. Vous avez reçu ces informations, les éditeurs de paye ont mis à jour leur logiciel il y a peu de temps. D'après ce que je sais, Aplomb a communiqué la semaine dernière les informations de mise à jour. Voilà, un petit délai normal compte tenu de l'activité dense de fin du mois d'août sur les DSN. À ce sujet, n'hésitez pas à prendre contact avec nous via vos UDOGEC ou directement Frédéric Hull et Thomas Leclerc concernant les rapports qu'on peut nouer avec les éditeurs de paye. C'est le système d'information de la FNOGEC qui adresse les nomenclatures de la convention collective aux éditeurs de paye qui produisent les logiciels que vous utilisez. Donc si jamais il y a le moindre souci, nous avons des contacts journaliers avec eux, donc on pourra intervenir et peut-être modifier aussi les nomenclatures, puisque peut-être que les difficultés que vous pouvez rencontrer viennent de nous. Nous allons attaquer le gros du sujet de ce jour, que sont les classifications de la CEP. Classifications CEP qui ont donné lieu à une révision dans le cadre de la révision quinquennale qui est prévue par le Code du travail. Donc, tous les 5 ans, les classifications doivent être révisées, ou en tout cas doivent donner lieu à un examen sur l'application de celle-ci. Donc, c'est bien sûr toujours un plaisir de négocier avec nos partenaires organisations syndicales, mais c'est surtout une obligation issue du Code du travail. Donc vous en connaissez, hein, négociation annuelle obligatoire, on vient d'en parler s'agissant des salaires et des rémunérations au sens large, ainsi qu'un éclairage égalité homme-femme, mais des obligations quinquennales comme les classifications, triennales également, sur l'égalité femmes-hommes, sur l'épargne salariale, sur la formation professionnelle, sur la GPEC. Donc nous devons, en tant que branche professionnelle, organiser de telles négociations qui ont eu lieu à compter de 2015, qui se sont accélérées en 2016, qui ont été suspendues pendant 7 ou 8 mois après la dénonciation des conventions collectives au mois d'octobre dernier, puisque pour appliquer la convention collective PNL, nous avons été contraints de dénoncer les 9 conventions collectives d'origine pour éviter, comme vous le savez, un conflit de textes et pour avoir une seule convention collective PNL. Et comme les plus anciens d'entre nous le savent, lorsqu'on dénonce un accord collectif, il y a un délai de préavis de 6 mois pendant lequel les négociations ou la signature d'un accord est impossible et les négociations d'autant plus difficiles. Et c'est pour cette raison-là que nous avons suspendu les négociations qui ont repris au mois d'avril et spécifiquement début mai dans ce nouveau périmètre. Donc c'est pour cela aussi que nous avons un accord en 2007 sur des dispositions qui ont donc 7 ans. Et 7 ans, c'est court et c'est long à la fois. Et c'est vrai qu'il est parfois un peu curieux d'entendre parler toujours des nouvelles classifications après 7 ans. Dans le cadre de cette négociation, il y avait une problématique très forte
qui nous a interpellés en tant que négociateurs patronaux ou négociateurs d'organisations syndicales, interpellés par les salariés, interpellés par les employeurs, puisque les premiers niveaux de grille ont été grignotés avec le temps par le salaire minimum de branche. Salaire minimum de branche qui, pour mémoire, a été créé en 2012 suite à des augmentations importantes du SMIC. Donc, salaire minimum de branche qui a permis de suivre les augmentations de SMIC, mais qui a eu un effet assez difficile à gérer, puisque en plus de cet écrasement de grille de classification, le salaire minimum de branche entraînait une cristallisation de la rémunération individuelle. La rémunération était gelée et les salariés qui bénéficiaient de ce salaire minimum de branche ne voyaient pas d'augmentation liée au point personnel, liée à la formation et à l'ancienneté. Et nous en avons pris une conscience collective de manière très importante en 2016, lorsqu'il a été décidé un taux d'augmentation de 0%. Et là, les salariés, bien entendu, ont manifesté leur désaccord sur cette pratique-là. Les organisations syndicales nous ont intimé, non pas l'ordre, mais vraiment ont manifesté leur volonté de traiter le sujet. Ces négociations ont été l'occasion aussi de clarifier certaines dispositions. Je me permets de parler de simplification, mais c'est peut-être le terme est peut-être un peu trop optimiste pour certains. Donc parlons de clarification, notamment sur la formation professionnelle et notamment sur le maintien de salaire, les deux sujets sur lesquels nous allons insister tout à l'heure. Revenons sur les rémunérations. Comme vous le voyez sur le diapo, les trois premiers niveaux de classification ont été grignotés par le salaire minimum de branche. Problématique partagée par bon nombre de branches, mais c'est vrai que à l'occasion d'un rapprochement de branches, d'un regroupement de 9 conventions collectives, d'une sollicitation d'extension, il était quand même un mauvais effet et un mauvais signal a été donné d'avoir des rémunérations de base inférieures au SMIC et à un niveau qui ne permettait pas d'avoir des rémunérations dynamiques. Point d'autant plus important que cette même problématique se situait pour les salariés de strate 2, premier degré. Donc qu'il y ait 50% de la population soit touchée, enfin 40% de la population soit touchée en strate 1, strate 1, 4, 5, 6 degrés, c'est un sujet très important. Et en plus, pour les strates 2, qui est le cœur de l'activité d'éducation, en plus, c'était rattrapé par le salaire minimum de branche. Donc, nous avons fait le choix de porter le premier niveau de rémunération issu des classifications au niveau du salaire minimum de branche, donc 1050 points. Pour y arriver, nous avons fait le choix d'opérer, de créer des valeurs de degrés différenciés. Souvenons-nous, chaque degré de strate 1 valait 18 points jusqu'à aujourd'hui. Désormais, chaque degré a une valeur différenciée. Et donc, nous avons pu ainsi déterminer une action profilée sur les premiers niveaux et sur les premiers niveaux de classification. Là, j'ai un petit problème technique à nouveau. J'ai l'impression que les diapos ne fonctionnent pas. Donc, je vais peut-être appeler Frédéric à la rescousse. Là, le salaire minimum de branche réglé, ça ne fonctionne pas, Marine. Je suis désolé. Je ne sais pas comment ça. Il y a un problème technique. Là, pardonnez-moi pour cette interruption, les diapos ne défilent pas, je ne comprends pas pourquoi. Là, peut-être que Frédéric, si tu peux venir m'aider ou me dire si ça fonctionne. Donc, le salaire minimum de branche a été
conservé au cas où, parce que nous ne savons pas si nous n'avons pas besoin de lui d'ici quelques années. En tout cas, la question de l'évolution des rémunérations liées à l'ancienneté et à la formation professionnelle nous semble acquise. Donc nous avons réglé ce problème-là par ce qu'on peut appeler le rachat de l'ancienneté, puisque vous l'aurez noté dans vos simulations, ou pour ceux qui l'ont passé en paye en septembre, les rémunérations évoluent grâce au 1er septembre 2017, grâce à un rachat d'ancienneté ou à une sortie de la plurifonctionnalité ou des points de formation professionnelle. Et donc le salarié passe de 1050 points intégrant l'ancienneté et la formation professionnelle à 1050 points plus ses droits acquis au titre de l'ancienneté. Donc mécaniquement, 1050 points restant la base de rémunération. Un salarié à 2-3 ans d'ancienneté, à 2 fois 6 points, et donc à une rémunération augmentant de 12 points à compter du 1er septembre 2017. Tous ces éléments vous avaient été donnés dans le document qui vous a été adressé dès le mois de juin par la CEPNL, qui est la première à communiquer sur les accords qu'elle signe désormais. Juste une parenthèse, la Confédération est devenue la seule organisation en capacité de signer les accords. Elle est devenue représentative suite au dépôt d'un dossier du même nom, et un arrêté a été publié le 12 août au journal officiel qualifiant la Confédération d'organisation représentative. Donc c'est la seule qui est en capacité de signer désormais la convention collective et donc de l'interpréter. Nous allons passer aux diapos suivantes, la 13. Alors là, petit problème technique, donc c'est Dorothée et Frédéric qui passent les diapos. Nous allons passer à la diapositive 14 sur la plurifonctionnalité, s'il vous plaît. La plurifonctionnalité a été modifiée, non pas au fond, mais dans la forme, puisque ce dispositif était exprimé en valeurs de points, et que les valeurs de points sont différenciées dans une même strate. Il fallait modifier la rédaction et d'indiquer le nombre de points attribués dans les 3 cas de plurifonctionnalité. Alors j'ai une question qui m'est parvenue de Guylaine, donc que j'ai noté. Je ne vais pas pouvoir revenir sur la définition du cas numéro 3 de plurifonctionnalité, donc je vous propose de revenir vers vous pour vous expliquer tout ça, mais je pense que les dispositions de la convention collective sont suffisantes pour une bonne compréhension. En parlant de ça, vous êtes munis des 2 accords du mois de juin et du mois de juillet. Ces accords ont été intégrés dans un 3e document qui est un document de consolidation de la convention collective, document qui est accessible librement sur le site de la FNOGEC. Je vous invite à y revenir régulièrement, puisqu'il y a eu quelques petites coquilles lors de la rédaction de ce document, notamment dans les annexes relatives aux fonctions, où il y a eu un petit bug. Donc si vous l'avez téléchargé il y a en début d'été, revenez sur ce document et téléchargez aujourd'hui cette nouvelle section 9 sur le site de la FNOGEC. En parlant des accords, accords qui ont comme volonté une rédaction un peu plus allégée, une rédaction un peu plus accessible et plus simple, avec un renvoi à un préambule important, notamment sur la classification, que je vous invite à lire avant de lire le guide de 80 pages, qui est un formidable document, mais qui est peut-être un peu trop technique pour vos besoins premiers. Nous allons passer à l'ancienneté, s'il vous plaît, la diapo 15. Un travail autour du plafonnement de l'ancienneté. Les strates 3 et 4 étaient plafonnés dans l'acquisition de points
d'ancienneté dans le cadre de l'accord NAO cette fois, et non pas dans l'accord classification. Nous avons modifié ce point et désormais tous les salariés, quel que soit leur poste et quelle que soit la strate de référence de ce poste, acquièrent tout au long de leur carrière de l'ancienneté. Et donc, donc il n'y a plus de plafonnement à 32 et à 30 ans. On va passer à la diapo 16, s'il vous plaît. On balaye l'ancienneté jusqu'au bout. Nous avons créé un nouveau droit pour l'ensemble des salariés. Le calcul de l'ancienneté, qui jusqu'au 31 août 2017 était calculé à 50% dans le cadre du congé parental d'éducation, est désormais calculé à 100%. Donc le congé parental est considéré comme du temps de travail pour le calcul de l'ancienneté, et donc il y a désormais l'acquisition de droits nouveaux à compter du 1er septembre. Pour les questions liées au congé parental et à l'acquisition d'ancienneté, l'acquisition de congés payés pendant la maladie, et pour la question des maintiens de salaire, nous avons le même principe d'interprétation à la FNOGEC et une partie du collège employeur pour tout vous dire. Les droits nouveaux s'acquièrent à compter du 1er septembre, donc ça s'applique aux dossiers en cours. Il n'y a pas de réouverture des dossiers anciens, mais il y a une acquisition de droits nouveaux à compter du 1er septembre 2017. C'est ainsi que les congés parentaux en cours, eh bien, il est possible qu'il y ait un double calcul d'ancienneté, un premier calcul d'ancienneté à 50% jusqu'au 31 août et à 100% à compter du 1er septembre 2017. Donc imaginons un congé parental sur une année, 12 mois, mais il est possible qu'il y ait une validation de l'ancienneté sur 8,5 mois pour cette année. Un point, page 17, s'il vous plaît, sur les congés familiaux. Les congés familiaux ont été adaptés aux dispositions de la loi El Khomri. On a créé un nouveau congé familial dans le cadre de l'annonce du handicap et nous avons créé un droit nouveau également sur la non-déductibilité de ces congés sur les congés payés. C'est-à-dire que lorsque un événement familial a lieu pendant les congés payés, eh bien, les congés payés ne sont pas déduits du nombre de jours de ce congé familial. Le salarié bénéficie de ce congé familial et lorsqu'il est de retour, ces congés payés se voient minorés, enfin, les congés payés posés se voient minorés. Par contre, nous insistons sur le fait que ce n'est pas le salarié qui détermine sa date de retour, c'est bien le chef d'établissement dans le cadre de son pouvoir de direction qui détermine la date de retour, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prolonger ces congés payés du nombre de jours du congé familial. Juste un petit point d'éclairage, attention, congé payé, articulation congé payé et délai raisonnable du bénéfice. Effectivement, le salarié ne peut pas poser des jours de congés familiaux 2 ans après l'événement familial pour bénéficier du cumul de droits. Nous allons passer très rapidement sur la diapositive 18 sur les fonctions. Les fonctions ont été quelque peu modifiées pour certaines d'entre elles. Elles sont listées dans le tableau que vous avez sous les yeux. L'élément le plus important, alors deux choses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de création de fonctions nouvelles, c'était un point important dans le terme. On était dans une démarche de simplification, donc on ne voulait pas créer des fonctions nouvelles, pour donner lieu aussi à une discussion autour des critères classants, qui sont bien souvent oubliés dans la démarche. Fonctions donc corrigées pour certaines d'entre elles, en lien avec le travail paritaire qui avait eu lieu ces dernières années, notamment dans la commission qui a réalisé des recueils de décisions. Vous avez des liens sur ces recueils de décisions. Et un point peut-être important, qui est celui le seul qui mérite peut-être une attention essentielle, c'est la fonction 31, qui avait un double rattachement famille, vie scolaire, éducation et secrétariat. Désormais, ce n'est uniquement la famille de rattachement est uniquement celle de l'activité administrative.
On va passer sur la diapo 19, s'il vous plaît. On rappelle dans l'accord la méthodologie de classification, donc le contrat de travail, les fiches de classification, les fiches de poste et, si possible, la rédaction d'un organigramme. Juste un point d'alerte, ne pas modifier les contrats de travail en cas de modification de convention collective. C'est une question récurrente, donc c'est la dernière fois que je réponds à cette question. C'est une question qui m'énerve. Il n'y a pas de modification de contrat en cas de modification de la convention collective. La convention collective est un support avec une mission particulière qui gère les classifications, les rémunérations, etc. Dès lors que cela est modifié, ça s'impose aux parties, employeurs et salariés, et donc il n'y a pas besoin de modification de contrat. Donc ça, c'est le premier point juridique. Mais deuxième point en opportunité, surtout ne pas le faire, puisque ça donne la possibilité aux salariés, au final, de refuser l'application de la convention collective, ce qui ne nous paraît pas totalement opportun. En outre, la gestion administrative qu'entraînerait une telle modification de contrat ferait modifier environ 30 000 ou 40 000 contrats sur l'ensemble du territoire, ce qui est sans doute pas un message en termes de simplification des pratiques. Simplification des pratiques, nous avons développé des outils numériques à votre disposition. Élément très important pour cette rentrée, les codes d'accès sont simplifiés et donc vous pouvez utiliser les codes Gabriel. On a recruté une personne qui s'appelle Thomas Leclerc pour assurer l'assistance dans l'utilisation assistance de deuxième niveau dans l'utilisation de ce document. Je vous ai adressé je vous ai mis le mail de l'assistance au niveau national. D'abord Urogec, les organisations de chefs d'établissement, et ensuite Thomas pour vous assurer le déploiement. Point très important sur la formation professionnelle. Donc ça fait le flux des questions autour de cette thématique-là. Formation professionnelle, nous avons voulu simplifier le dispositif. Souvenons-nous, la formation professionnelle, quelque chose d'assez complexe, peut-être trop, et c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Donc je vois même que les questions les questions reviennent sur la formation. 15 points pour les salariés de Strat 1 dès l'embauche, la première année de l'embauche ou en cas de modification de poste, et 25 points pour une formation de développement de compétences à l'initiative du salarié, alors même qu'il y avait une obligation de formation tous les 5 ans dans le cadre de l'évolution de la rémunération. Donc stop sur ce dispositif-là. Simplification, tout salarié doit bénéficier d'une formation tous les 5 ans. Premier sujet, la question de la valorisation. Et là, je parle aux 150 chefs d'établissement qui se sont connectés. La formation professionnelle, c'est une obligation d'employeur d'adaptation au poste. C'est une obligation du chef d'établissement que de former les salariés à leur poste. La question de la rémunération doit être traitée dans une autre logique. La formation et tout départ en formation n'est pas obligatoirement valorisé. Donc ça, je le répète. La seule obligation que vous en avez 2, départ en formation et valorisation tous les 5 ans. Donc le salarié peut partir 4 fois pendant la période de 5 ans, mais un seul élément de valorisation lui sera octroyé. Il est faux de dire, donc là ça fait partie des idées reçues, toute action de formation entraîne 25 points. C'est erroné. C'était faux avant, et ça l'est d'autant plus aujourd'hui. Et surtout que les 25 points, c'est un élément supplétif, c'est-à-dire qu'il faut avoir négocié auparavant un élément de valorisation, et ce n'est qu'à défaut qu'on applique la règle des 25 points. La valorisation, alors là, c'est libre choix des parties. C'est une augmentation de durée du travail, ça on n'en a pas parlé, mais dans le cadre des difficultés que nous avons en recrutement du CUI-CAE, c'est peut-être une des solutions, d'augmenter le temps de travail et d'ouvrir un peu le champ des compétences des salariés, puisque nous savons qu'il y a
Peut-être c'est ce qui peut expliquer d'ailleurs le recours au temps partiel de manière très importante chez nous, c'est-à-dire que nous avons une tâche vaut un poste, etc. Donc ça sera un gros travail à mener. Question sur les CUI-CAE. Les salariés en CUI-CAE sont hors champ de la valorisation de la formation professionnelle, que ça soit sur la formation que nous venons de voir, donnant lieu à un élément négocié 25 points, mais aussi du champ de la régularisation des 15 points. On va passer sur la diapo 22, s'il vous plaît. Point clé et point essentiel pour nous, qui est le rendez-vous biennal sur l'entretien professionnel. C'est à ce moment-là, selon nous, que la démarche doit être enclenchée d'un départ en formation, recenser le besoin, appréhender l'action de formation, la financer, pardonnez-moi, et formaliser dans le cadre d'une procédure d'engagement réciproque qui permettra d'éviter de poser la deuxième question qui m'énerve le plus. J'ai un salarié qui est parti en formation, est-ce qu'il a le droit aux 25 points? Cette question-là, je me refuse d'y répondre puisque cette question doit être traitée en amont, entre le salarié et l'employeur. Je vois qu'il y a des questions avant d'attaquer la subrogation. J'ai des questions autour de l'IDCC. Merci Dorothée. Charlemagne recommande de mettre à jour l'IDCC. Que faire? L'IDCC, si Charlemagne, Statim, estime qu'il passe en DSN, donc ça j'ai entendu, Alexandre m'a appelé hier soir, il m'a dit que dans le Nord-Pas-de-Calais, il y avait effectivement quelques informations comme cela. Pour moi, il n'est pas utile de prendre ce risque-là. On vous donnera l'information lorsque la DSN sera opérationnelle sur l'ensemble du territoire. Nous allons attaquer la question des 15 points. Donc, on va se retrouver sur la diapo numéro, pardonnez-moi, 28. La diapo numéro 28. Le diaporama qui vous sera adressé à l'issue de ce webinaire contient des éléments de rappel en termes de règles de gestion et donne les coordonnées d'Aurélie Delgove que vous devez, c'est une obligation totale, appeler si jamais vous avez le moindre souci de prise en charge, de compréhension des dispositifs. Donc n'hésitez pas à l'appeler, appelez vos UDOGEC, vos UROGEC, votre organisation professionnelle de chef d'établissement. Et si jamais vous avez des besoins un peu plus pratiques ou techniques, n'hésitez pas à nous appeler, Aurélie Delgove ou moi, on essaiera de trouver des solutions opérationnelles à vos financements. Parce qu'on entend bien souvent les établissements nous dire mais on verse 2 000, 3 000, 4 000, 6 000 euros à Opcalia et on a zéro prise en charge. Nous nous engageons devant vous, alors là on est 350 et donc je m'engage à titre personnel à vous trouver des solutions de financement pour toute action que vous souhaitez mener. Donc je m'engage, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Revenons sur la formation professionnelle et la question des 15 points. Alors là c'est le sujet, non pas à la mode mais de cette rentrée. Comme je l'indiquais tout à l'heure, la question de la formation d'adaptation, qui était obligatoire pour les salariés de Stratin depuis 2010, est devenue centrale, puisque nous n'avons pas collectivement fait notre travail, il faut que les choses soient dites. Très peu de salariés ont bénéficié de cette formation. Donc, nous avons fait le choix. D'abord, le collège employeur souhaitait simplifier et donc supprimer cette valorisation de 15 points qui n'avait pas lieu d'être traitée ainsi, de traiter les salariés de Stratin de la même façon que l'ensemble des salariés, donc la question de la valorisation générale et donc des 25 points supplétifs. Mais la question s'est vite posée en négociation, que faire lorsque l'employeur n'a pas fait le boulot pendant 7 ans? Et donc nous avons négocié une certaine forme de transaction, une transaction collective. Et donc, nous avons proposé une régularisation sur une période de 2 ans, du 1er septembre 2015, date d'application de la convention collective CEP, au 1er septembre 2017, date d'application de la section 9
révisé dans le cadre de la négociation quinquennale. Donc effectivement, il y a une certaine forme, merci Dorothée, il y a une question autour de quid des 15 points qui devaient être attribués par le passé au Strat 1, y a-t-il une rétroactivité? Donc c'est cette forme de rétroactivité que nous souhaitons mettre en place, mais cantonnée sur une période du 1er septembre 2015 au 1er septembre 2017. Est-ce que vous passez sur la diapo 29, s'il vous plaît? Nous avons quatre cas identifiés. Alors, il y en a des milliers, bien entendu, en termes de régularisation. Pour pouvoir bénéficier de cette régularisation, il faut avoir été susceptible de bénéficier du dispositif. Donc, un salarié qui a été embauché 12 mois avant le 1er septembre 2010 ne rentrait pas dans le dispositif, sauf s'il changeait de poste, pour avoir un autre poste en stratin. Donc, selon nous, un salarié embauché avant le 1er septembre 2009 est hors champ de la mesure de régularisation. Hors champ de la mesure de régularisation, les salariés CUI, CAE, puisque, et là je vous renvoie au texte, nous avons négocié les choses ainsi, dans l'annexe 4, que vous voyez sous vos yeux ébahis, l'annexe 4 prévoit l'exclusion des salariés en contrat d'insertion de cette régularisation, puisque nous insistons sur le fait que les salariés en contrat aidé bénéficient d'un dispositif spécifique qui les place hors champ d'un dispositif général. La question des 15 points pose un certain nombre de questionnements, notamment l'articulation de salaire minimum de branche. Comme je l'indiquais tout à l'heure, le principe, c'est que nous régularisons la situation sur 1er septembre 2015, 1er septembre 2017, pour les salariés qui étaient susceptibles de bénéficier du dispositif. Un salarié qui bénéficiait du salaire minimum de branche. Vous voyez, comme on l'a indiqué en début d'intervention, son salaire minimum de branche limitait l'impact des éléments personnels de rémunération, ancienneté et formation professionnelle. Donc dès lors que le salarié avait une rémunération qui ne dépassait pas le salaire minimum de branche, c'est-à-dire que même si on donnait 15 points supplémentaires pour le salarié, il ne dépassait pas le salaire minimum de branche, il n'y a pas lieu, selon nous, de procéder à une régularisation dans son cas. C'est ce que j'ai essayé d'exprimer à la demande notamment de Laure du 44 et de Delphine du 42. On fait une révision des numéros de département, c'est ça qui est formidable. J'ai essayé de synthétiser cette réponse qui vous sera adressée. Elle n'a pas été encore validée en collège employeur. L'idée est partagée. Et en tout cas, cette situation, même si elle paraît un peu incompréhensible, parce que ça fait un peu double peine pour le salarié qui avait une rémunération inférieure, qui n'a pas eu de formation et qui ne bénéficie pas de la régularisation. Mais c'est notre position parce que c'est le fondement même de la signature de l'accord sur les classifications, c'est-à-dire que le salaire minimum de branche cristallisait et gelait la rémunération des salariés, et c'est bien pour ça que nous avons créé un nouveau dispositif de rémunération. Je lis très rapidement les questions qui viennent d'arriver. Il y a donc la régularisation 25 points, 15 points. Donc nous avons une question, je prends les questions au fur et à mesure, puisque comme nous sommes nombreux, je préfère les prendre au fur et à mesure pour clore les sujets et avant d'entamer pour 10 minutes la subrogation. J'ai parlé de l'IDCC tout à l'heure, on me pose la question de la rédaction d'une nouvelle fiche de classification. Est-elle obligatoire? Dès lors qu'on modifie les éléments de rémunération par voie conventionnelle, il nous paraît important, d'une part, d'informer les salariés des modifications conventionnelles, et c'est pour ça qu'on vous a adressé ce PowerPoint dès le mois de juin
pour que vous puissiez vous l'approprier, vous approprier la modification des dispositions conventionnelles et communiquer lors d'une réunion collective, en transférant dans les bulletins de salaire les éléments clés sur ces classifications. Je sais que le nombre d'UDOGEC et Eurogec ont fait des petites fiches de synthèse plutôt bien faites qui peuvent être utilisées et transférées je pense par exemple à l'Île-de-France, transférées aux établissements. Et selon nous, encore une fois, la transparence est une nécessité et donc il nous paraît difficile de ne pas envisager de remettre une fiche de classification alors que les rémunérations ont été modifiées par voie conventionnelle. Donc c'est pas ce que j'appelle une obligation, c'est au minimum de la politesse, au maximum de la décence. Sachant que malgré tout, dans le texte conventionnel, il est dit que les fiches de classification et les fiches de poste doivent être mises à jour autant que faire se peut. On va attaquer le maintien de salaire. Diapo 31, s'il vous plaît, Dorothée. Simplification du dispositif. Vous avez vu que deux points essentiels. L'ancienneté a été retravaillée pour créer uniquement 3 pas, là où il y avait 5 pas d'ancienneté pour le bénéfice de maintien de salaire. Deuxième élément important, la suppression du maintien de salaire à 2/3, donc à 66,66% du net, pour n'avoir plus qu'une logique d'indemnisation, qui est l'indemnisation à 100%. Sujet essentiel en diapo 32, qui est celle de la subrogation. Donc j'ai un nombre important de questionnements, d'inquiétudes sur ce sujet. 2 choses sur la subrogation. Un principe fondamental, c'est-à-dire que dans le cadre de la négociation, il nous apparaissait important de fixer un principe essentiel. Ce n'est pas au salarié de faire l'avance de trésorerie en raison de sa maladie. Donc c'était selon nous, plutôt à l'OGEC de prendre en charge cet effort de trésorerie. Et donc, le salarié n'avait pas à subir le décalage de rémunération, tant sur le versement des IJSS, indemnités journalières de sécurité sociale, tant sur la perception d'indemnités journalières complémentaires. Je vous invite à relire les pages que nous avons écrites cet été sur la généralisation de la subrogation. Vous avez en page 45, là, je ne sais pas si vous voyez, du guide qui fait 80 pages. On vous explique ce que nous avons voulu faire, revenir sur les fondamentaux, qu'est-ce que c'est que la subrogation, qu'est-ce que c'est que le maintien de salaire, etc. Techniquement, la subrogation, nous parlons de subrogation que pour les IJSS. IJSS, on perçoit les indemnités journalières, elle est de droit en cas de maintien de salaire, et elle n'est pas applicable au terme du maintien de salaire. Nous, ce que nous avons voulu faire, c'est aller plus loin, et donc créer de la subrogation sur les indemnités journalières complémentaires. Une grosse inquiétude pour les producteurs de paye que vous êtes, c'est l'articulation entre le paiement, l'organisme de prévoyance, et le versement à date de paye pour les salariés. Pour pallier ces difficultés de calcul que nous avons sur l'ensemble du territoire, quel que soit l'organisme de prévoyance, quel que soit l'éditeur de paye, quel que soit le producteur de paye, c'est de créer une calculette, et je vois que certains d'entre vous parle déjà de calculette. Nous nous engageons à produire un outil de calcul partagé pour les éditeurs de paie, les assureurs et les établissements courant 2018 avec comme idéal une projection en janvier 2018. Donc calcul des droits en termes de maintien de salaire et montant de cette indemnisation. Donc notre objectif est de créer une notification de droits pour les salariés. Un dernier point, Dorothée, s'il vous plaît, en diapo 33, ces nouvelles règles, nous estimons qu'elles doivent s'appliquer aux arrêts en cours, puisque c'est un moyen d'économie non négligeable pour les établissements. Et donc il conviendrait non pas de réouvrir les dossiers, mais de demander l'intervention de l'assureur
pour les arrêts en cours, et donc de basculer de 30 jours ou 40 jours et de supprimer en fait l'indemnisation à 66,66%. Donc logiquement, il ne doit plus avoir de compteur à 66,66%. Pour nous, il s'agit de règles de maintien de salaire et non pas d'une logique assurantielle. Donc on ne parle pas de fait générateur, mais de continuum dans les droits. Et donc en toute logique, les assureurs devraient recevoir vos demandes de prise en charge. Donc effectivement, on prend en compte les droits des salariés, enfin les montants, enfin les indemnités versées sur les 12 derniers mois, quel que soit le montant de ce versement. Donc on fait pot commun des indemnités journalières, qu'elles soient à 100% à 66%. Donc on calcule les droits selon la page 44 de votre guide, en 11-4, vous verrez que notre position est assez claire. Donc il n'y a plus qu'un seul compteur à 100%. Nous allons très vite passer sur l'acquisition de congés payés pendant la maladie. En diapo 36, Dorothée, s'il vous plaît. Acquisition de congés payés pendant la maladie, on applique à la maladie simple les règles des accidents du travail et de maladie professionnelle, avec donc pour conséquence la problématique des successions d'arrêts. Nous calculons sur une période ininterrompue d'1 an les droits à congés payés. Donc, puisque le texte parle d'une durée ininterrompue, dès lors qu'il y a une reprise d'activité, et donc il y a des successions d'arrêts de travail, c'est une nouvelle période d'acquisition qui commence, et donc on remet les compteurs à zéro. Il n'y a pas de compteur, comme celle que je viens d'indiquer, en matière de maintien de salaire. Il n'y a pas de calcul sur les 12 derniers mois lorsqu'il y a une succession d'arrêts. Je crois qu'il est 12h15 à l'heure de Paris. Cet exercice a été un peu compliqué pour moi, pour des raisons techniques et d'élocution toute simple et d'habitude de faire des fioritures. Donc c'est un bel exercice. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire, à nous suivre. J'espère que ce n'a pas été frustrant ou trop frustrant pour vous. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Nous mettons en ligne le document. Nous prenons note de l'ensemble de vos questions et nous nous engageons à y répondre avec un envoi collectif, je l'espère, en fin de semaine. Merci de votre attention, merci de votre confiance. À très bientôt. N'hésitez pas à nous solliciter pour toute intervention publique. Donc je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. Bonne journée, au revoir.